Salut les youtubeurs, vous l'avez sûrement vu, ce que tout le YouTube européen craignait s'est produit. L'article 13 est passé, il a été voté et adopté à la Commission européenne. Donc on va faire un tour de la question dans cette vidéo pour voir ce que ça change pour vous ou pas. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue, c'est Le Coin des Youtubeurs, c'est une chaîne pour vous, pour les youtubeurs, les gens qui créent du contenu sur YouTube, où on va parler de développement d'audience, on va parler d'efficacité pour la production de vidéos, comment améliorer la qualité de ces vidéos, les analytics, tout ça, tout ça. Si tout ça vous intéresse, abonnez-vous. Alors avant d'aller plus loin, un petit disclaimer, cette vidéo c'est le résultat de mes recherches et de tout ce que j'ai pu lire et concevoir à droite à gauche, et notamment aussi ce que je pense être les enjeux qui se cachent derrière ce fameux article. C'est pas la vérité absolue. Personne aujourd'hui a la vérité absolue sur ces dossiers-là, même peut-être les lobbyistes et les gens qui se battent à la Commission européenne sur ces questions-là n'ont pas la vérité absolue, on ne sait pas exactement où ça va aller, mais c'est quand même très important pour l'avenir de YouTube et des youtubeurs, donc je pense que ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Et avant toute chose, on ne doit plus normalement parler de l'article 13 vu qu'il a changé de nom, maintenant c'est l'article 17, ils ont dû rajouter 4 articles entre deux. Donc voilà, on va parler de l'article 17 maintenant dans la suite, mais il s'agit bien de l'équivalent de l'article 13 avant. Dès le moment où il est passé à la Commission européenne, YouTube a reposté un petit message qui était moins agressif qu'auparavant, disant on est vraiment désolé et triste que l'article 13 soit passé, même si c'est une version qui a été revue, on pense que ça va pas suffisamment loin. Et donc c'est un premier renseignement, c'est que YouTube a l'air moins alarmiste qu'auparavant. Mais il n'empêche que les problématiques restent toujours là. Donc on va faire un tout petit retour en arrière pour savoir de quoi on parle exactement. Alors on parle ici de la directive européenne pour les droits d'auteur. Alors la question des droits d'auteur, c'est fondamental pour les créateurs et pour YouTube, tout simplement parce qu'en fait, quand vous allez utiliser une musique qui ne vous appartient pas, quand vous allez utiliser une image qui ne vous appartient pas, un extrait vidéo qui ne vous appartient pas et qui a été créé par quelqu'un d'autre, la norme, dans notre société, en tout cas européenne, est de dire la personne qui a créé ce contenu au départ doit être rémunérée pour cette réutilisation. Et on appelle ça le droit d'auteur. Et jusqu'à présent, la façon dont ça fonctionnait, c'est que ça passait par des sociétés d'auteurs qui enregistrent ces œuvres et qui ensuite réclament des droits pour toutes ces utilisations-là. La plus connue, c'est certainement que vous connaissez la SACEM pour les droits musicaux, mais il y a aussi la SACD ou la SCAM dont je vous ai déjà parlé, parce qu'en fait, nous-mêmes, en tant que youtubeurs, on est auteurs de nos vidéos et donc on peut aussi réclamer des droits d'auteur. Et donc il faut bien comprendre qu'en fait, nous en tant que youtubeurs, on est des deux côtés de la barrière, parce qu'on est aussi auteur et donc on peut avoir intérêt à défendre les droits d'auteur, mais en même temps on est utilisateur d'une plateforme qui aujourd'hui nous donne toutes les libertés possibles de réutiliser du contenu à droite à gauche d'autres personnes, toutes les libertés ou presque, hein, évidemment, et on n'a pas envie de se faire priver de ces libertés-là. Donc on est pris entre deux feux en fait. Et je pense que le plus intéressant, c'est d'aborder cette problématique de ce côté-là, et pas de se dire YouTube a 100% raison, la Commission européenne a 100% raison, et bien vous dire qu'il y en a un petit peu des deux qui vont dans notre intérêt. Alors ensuite, je vous ai dit aussi que c'est une directive européenne. Qu'est-ce que ça veut dire une directive? Ça veut simplement dire que ce n'est pas une loi qui s'applique directement dans les États européens, ça veut dire que c'est une sorte de loi européenne, mais qui en fait dit que les pays doivent, dans un délai de 2 ans, faire les efforts nécessaires pour que cette directive soit respectée. Ce qui veut dire aussi que c'est libre à interprétation, et chaque pays va peut-être l'appliquer différemment. Donc là, cette directive est passée au niveau européen, mais il nous reste encore au maximum 2 ans pour voir comment chaque pays va l'interpréter. Donc il n'y a pas de changement immédiat aujourd'hui pour vous sur YouTube, tant que votre pays, pour le mien c'est la France, n'a pas pris des mesures et n'a pas transcrit cette directive en loi française. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? En fait, le gros enjeu est la question de la responsabilité des plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire tout simplement que jusqu'aujourd'hui, YouTube et les autres plateformes, Internet, Facebook, etc., n'étaient pas responsables du contenu uploadé sur leur plateforme. Quand on y réfléchit, c'est comme ça qu'a fonctionné Internet depuis très longtemps. Vous êtes responsable du contenu de votre site Internet, mais à partir du moment où sur votre site, vous avez un forum, un truc participatif, consultatif, etc., vous n'êtes plus responsable de ce que chaque personne va mettre sur Internet par l'intermédiaire de votre plateforme. En général, c'est mis d'ailleurs dans les conditions d'utilisation. Et c'est comme ça que fonctionne Internet, c'est comme ça qu'on peut du coup avoir des sites qui permettent d'avoir plein de contributeurs et de créer ces énormes communautés. Si on devait filtrer ou modérer ou relire exactement toutes les choses qui seront publiées
sur des sites internet ou des plateformes, ce serait tout simplement pas le même internet. Et c'est là-dessus que jouent les grosses plateformes pour nous dire attention, sauvez votre internet, parce que sinon internet va changer. Donc là, dans le cas présent, on parle bien de responsabilité autour du droit d'auteur, et non pas encore sur d'autres types de contenus, mais il faut bien comprendre que pour YouTube et les autres plateformes, ils se disent si ça passe sur le droit d'auteur, c'est la porte ouverte à tout le reste du contenu aussi. Et aujourd'hui, par exemple, YouTube, Facebook ne sont pas tenus pour responsables légalement de contenus terroristes, sexistes, racistes qui sont publiés sur leur plateforme. Ils sont juste tenus à l'obligation de les effacer le plus vite possible. Mais on ne peut pas les poursuivre en justice parce qu'il y a un contenu terroriste qui a été posté sur leur plateforme. Là, avec la directive de droit d'auteur, cette responsabilité sera valable pour les droits d'auteur. C'est-à-dire que si une vidéo apparaît sur YouTube qui contrevient au droit d'auteur, qui utilise une musique qui n'était pas autorisée par exemple, à ce moment-là, YouTube est responsable pénalement de ce... Alors Joël, tu me diras hein, si je me trompe entre les termes pénalement, juridiquement, etc. Mais voilà, YouTube est à ce moment-là responsable et peut être poursuivi pour ne pas avoir respecté les droits d'auteur. Et c'est bien là que YouTube a commencé à à sortir un petit peu des menaces, d'arrêter tout le YouTube en Europe. C'est que autant un petit créateur qui poste une vidéo qui utilise une musique qui n'est pas la sienne, personne ne va le poursuivre en justice, il n'y a quasiment rien à gagner. D'une façon générale, on va poursuivre en justice quand il y a quelque chose à gagner. Si moi, ma vidéo a fait 500 vues et que j'ai généré peut-être 15 centimes de chiffre d'affaires avec la publicité sur cette vidéo, si quelqu'un porte plainte contre moi, il n'y a pas grand-chose à récupérer. Je ne dis pas que ce sera juste les 15 centimes, parce qu'effectivement, on fera une loi, on va dire, en utilisant quelque chose qui était soumis au droit d'auteur. Mais d'une manière générale, je suis une personne individuelle, il n'y a pas grand-chose à réclamer pour une infraction au droit d'auteur. Par contre, une grosse plateforme, là oui, pour chaque vidéo, on pourrait imaginer des gros procès qui iraient chercher beaucoup d'argent. Et donc c'est bien là le problème, c'est que YouTube se dit « mais moi je ne veux pas prendre cette responsabilité-là » et parce que sinon c'est juste pas possible, je vais me prendre des procès aux fesses tous les 2 jours. Autre chose qui est un petit peu étrange, c'est que la Commission européenne a décidé d'appliquer cette directive uniquement sur des grosses plateformes. Alors il y a des conditions très particulières pour devoir répondre du droit d'auteur et de la responsabilité face au droit d'auteur. Donc par exemple, toutes ces grosses plateformes doivent mettre en place des filtres pour pouvoir filtrer le contenu qui contient du droit d'auteur ou non. Seulement pour les plateformes qui ont plus de 3 ans, ce qui est un peu bizarre parce qu'à l'échelle d'Internet, il y a des plateformes qui en 1 an peuvent se développer à toute vitesse. Imaginez TikTok par exemple. Je ne sais même pas si ça compte comme les trucs de plus de 3 ans. Avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros et plus de 5 millions d'utilisateurs. Et puis des plateformes par exemple comme Wikipédia sont exclues de l'article 17. On ne sait pas exactement pourquoi, même si Wikipédia habituellement est plutôt fait très attention aux questions de droit d'auteur, mais il y a eu quelques cas quand même. Mais voilà, il semble y avoir un arbitrage qui dit on vise directement YouTube, Facebook, Twitch, enfin voilà, ces grosses plateformes-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire si nos vidéos passent à travers un filtre? Ça veut tout simplement dire que ce filtre doit être capable normalement de déceler du contenu qui est sous droit d'auteur. Ça veut dire qu'il doit être capable de déceler aussi toutes les petites astuces pour essayer de le contourner. Quand on va diminuer une image, quand on va la modifier, mais pas suffisamment pour que ça reste dans le droit d'auteur. Quand on va accélérer un petit peu une musique, toutes ces petites astuces que certains youtubeurs essayent pour utiliser du contenu sous droit d'auteur, bah, normalement les filtres devraient les détecter. Là où c'est compliqué aussi, c'est qu'il y a certains cas où en fait on a le droit de réutiliser une œuvre sous droit d'auteur, si c'est par exemple pour de la parodie. Donc il y a des cas où on a le droit de récupérer effectivement des petits morceaux et de faire des critiques ou des parodies. Et dans ces cas-là, normalement, le filtre devrait laisser passer. Mais comment le filtre, qui est un robot, ni plus ni moins, serait capable de se rendre compte que là, en fait, c'est sur un ton humoristique et que c'est de la parodie, et que là, c'est une simple utilisation du droit d'auteur, d'une œuvre sous droit d'auteur. C'est très compliqué, c'est très difficile. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que YouTube mettrait en place un filtre qui bloquerait quasiment tout. Et de là à voir aussi, est-ce que YouTube se met à bloquer absolument tout ce qui peut être soumis au droit d'auteur, y compris les logos, y compris les designs d'objets. Design d'objets, c'est pas du droit d'auteur, c'est plutôt la propriété industrielle. Mais on s'en rapproche. Ça dépend justement de comment les pays appliquent leurs lois ensuite derrière. Certains pourraient se dire tout ce qui est droit d'auteur est propriété intellectuelle, par exemple. Donc voilà, ça va être très compliqué pour YouTube de mettre en place un filtre qui permet d'être 100% juste. Donc tout ça laisse à penser, en tout cas moi c'est mon interprétation, que c'est une directive qui, en l'état, est totalement inapplicable.
juste uniquement parce qu'il y a la question de la responsabilité de YouTube qui est engagée derrière et que s'il y a une mauvaise vidéo qui passe à travers le filtre, ils peuvent se faire poursuivre en justice pour ça et ça peut faire des gros chèques à la fin. Alors que s'il y avait juste qu'ils devaient montrer leur bonne foi, on va dire, et mettre en place un maximum d'outils pour contrer ces problèmes, comme c'est le cas sur tout ce qui est contenu terroriste, etc., YouTube pourrait tout à fait continuer à fonctionner comme il fonctionne aujourd'hui sur la base de leur bonne foi. Donc là, c'est un petit peu compliqué et je pense qu'ils ne voudront pas prendre le risque. C'est pour ça qu'à mon avis, cette directive est inapplicable. C'est pas possible que de tels filtres puissent exister, même à l'échelle de quelques années. Est-ce que la Commission européenne a conscience de ça? Moi, je pense que oui. À mon avis, mais c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi, le but de la Commission européenne derrière tout ça est de pouvoir taxer ces gros groupes, ces grosses plateformes, ce qui échappe complètement à l'impôt dans nos pays, et de pouvoir notamment passer un accord du style « Ok, on accepte que vous ne puissiez pas être poursuivi en justice pour toutes les vidéos qui enfreignent les droits d'auteur. Mais par contre, pour compenser et pour rémunérer les auteurs, on va prendre un pourcentage du chiffre d'affaires. Allez, 1%, 2% du chiffre d'affaires de YouTube, et puis on redistribuera. Exactement comme il y avait sur la taxe piratage sur les CD. Je ne sais pas si vous vous souvenez en France, il y avait ça pendant tout un temps parce qu'on piratait des films, des musiques, et puis on copiait ça sur des CD-ROM qu'on pouvait graver. Et donc, quand on achetait des CD vierges, il y avait une taxe, je ne sais plus de combien, 1 € sur le paquet de 20 CD, qui du coup repartait aux auteurs, aux droits d'auteur, qui repartait aux sociétés d'auteurs, parce qu'on considérait que le piratage faisait tant de dommages. Donc j'imagine très bien ce type d'arrangement se mettre en place derrière. Maintenant, est-ce que les plateformes vont accepter de sortir une partie de leur chiffre d'affaires pour ça? Rien n'est moins sûr. Il est probable qu'ils disent « bah non, dans ces cas-là, on va prendre sur notre pourcentage publicitaire, par exemple ». Aujourd'hui, quand il y a une publicité qui s'affiche, il y a 55% qui vont au créateur, 45% qui vont à YouTube. Et YouTube pourrait dire bah, « on donne 10% de ces revenus-là, par exemple, pour tout ce qui est droit d'auteur ». Ça peut être une option possible, sauf qu'en fait, ça ne va pas aller bien loin. Aujourd'hui, les sociétés d'auteurs, donc si on reprend SACD, SCAM, SACEM, ils sont là pour défendre les auteurs et faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur activité créative, on va dire. Et le problème, c'est qu'en fait, YouTube rémunère largement pas assez bien. Quand je dis YouTube, c'est YouTube en tant que distributeur, hein, et c'est même toutes les plateformes en général qui vont massifier l'accès aux nouveaux médias, à l'information. Ça va être Spotify, ça va être toutes ces plateformes-là. C'est cette nouvelle économie, on va dire, qui rémunère beaucoup moins bien que l'ancienne économie. Faites une vidéo d'une demi-heure qui passe à la télé, vous allez avoir des revenus publicitaires énormes face à ça. Faites une émission d'une demi-heure à la radio, vous allez avoir des bons revenus publicitaires. Faites une vidéo d'une demi-heure sur YouTube qui est diffusée auprès du même nombre de personnes, vous allez avoir peanuts en revenus publicitaires. Parce qu'en fait, la pub est vendue beaucoup moins cher sur YouTube que sur ces anciens médias. Et c'est là un peu le cœur du problème. C'est que YouTube n'a pas énormément de marge de manœuvre. Parce que imaginons que vous avez fait dans cette vidéo d'une demi-heure, vous avez utilisé pendant 1% de cette vidéo, donc pendant 30 secondes, je ne sais même pas si c'est 1%, mais c'est pas grave, vous avez utilisé une musique qui est sous droit d'auteur. Aujourd'hui, YouTube dit tous les revenus vont à la personne qui a créé la musique. Mais on pourrait imaginer que, par exemple, comme c'est utilisé sur 1% de la vidéo, il y a 1% des revenus qui est à cet auteur. Sauf que l'auteur de cette musique, quand sa musique passe à la radio, auprès de 1000 personnes, on va dire en moyenne 1000 personnes, ou quand vous voulez diffuser sa musique dans un festival, par exemple, dans lequel il va y avoir 1000 spectateurs, il va toucher une somme importante. Je vais dire un chiffre un petit peu au hasard, mais on est dans cet ordre-là. Il va toucher peut-être 100 €. Vous, sur votre vidéo qui aura fait 1000 vues, vous allez générer 1 € de pub, de gain pour vous en tout cas. On peut imaginer qu'il y a à peu près 1 € aussi qui aille dans la poche de YouTube. Donc aujourd'hui, ce 1 €, c'est-à-dire le 100% des revenus publicitaires de votre vidéo, vont aller à l'auteur. Mais il est quand même encore très loin des 100 € qu'on lui aurait versé pour une utilisation dans un cadre différent. Et même si YouTube se disait on donne tous nos revenus publicitaires, on n'a plus de revenus publicitaires, on n'a plus de business model, ça ne fait que 2 € quand même pour le mec qui a créé la musique au lieu des 100 € qu'il aurait eu habituellement. Et si on se dit qu'on veut le faire à la proportionnelle et que cette musique a été utilisée dans 1% de la vidéo, ça veut dire que l'auteur de la musique va gagner 1 centime alors qu'il y a 1000 personnes qui ont écouté sa musique. Ça devient complètement ridicule. Donc voilà pourquoi, à mon sens, il y a un vrai blocage et on ne pourra pas rémunérer les auteurs tels qu'on peut les rémunérer sur la télé ou sur la radio. On n'est plus dans le même média, c'est plus le même monde, et il faut trouver d'autres moyens de rémunération, peut-être plus massifs, peut-être voilà, jouer sur le fait qu'il y a énormément de vidéos sur Internet, voilà. Mais en tout cas, de dire il y a un droit d'auteur fixe par utilisation par rapport au nombre de personnes qui est exposé à cette musique, par exemple,
C'est tout simplement pas possible parce que maintenant, on a un accès gratuit à ces vidéos et à l'information. Il faut reconnaître aussi quand même que YouTube essaie de faire les choses dans la manière, essaie au moins de faire des efforts. Avec le Content ID qui permet de repérer directement quand l'une de vos musiques ou l'un de vos médias est utilisé. Le Content ID d'ailleurs est toujours basé sur votre responsabilité, c'est-à-dire YouTube ne va pas enlever une vidéo parce qu'elle contrevient au droit d'auteur, c'est vous qui êtes alerté et c'est à vous de prendre une action et de décider je veux que cette vidéo soit retirée ou je veux récupérer les revenus, etc. C'est encore une fois très différent et encore une fois, ce n'est pas YouTube qui prend la responsabilité, c'est l'auteur. YouTube aussi, depuis quelques années maintenant, reverse une partie de son chiffre d'affaires aux sociétés de droit d'auteur pour que vous, les auteurs de vidéos, les créateurs vidéo, vous puissiez récupérer une partie. Je vous avais fait une vidéo sur ce sujet qui s'appelait l'argent que YouTube vous donne et que vous ne réclamez pas, qui vous incite et qui vous pousse, si vous avez des chaînes d'au moins 10 000 abonnés, allez vous inscrire à la SCAM, à la SACD pour récupérer vos droits d'auteur sur vos propres vidéos. C'est un revenu complémentaire qui va être, allez, on va dire, entre 40-50% de vos revenus pub à peu près en valeur. Donc c'est pas énorme, mais à la fin de l'année, ça fait toujours plaisir, c'est toujours le bienvenu. Mais on reste encore très très loin effectivement des droits d'auteur normaux qu'on pourrait avoir sur des diffusions télé ou radio. Donc vous comprenez que le problème est complexe. On a envie de défendre notre belle plateforme YouTube qui nous permet de diffuser tout ce qu'on veut, quand on veut, d'uploader une vidéo quand on en a envie et pas besoin d'avoir à attendre 4 jours, que quelqu'un la valide, que ça passe par des robots. On a aussi besoin, je pense, de comprendre qu'on est aussi nous-mêmes des auteurs et qu'on a besoin d'être rémunérés pour ça. Et donc accepter qu'en fait ce modèle-là de rémunération des auteurs pour le travail créatif qu'ils ont fait, c'est aussi peut-être un modèle à défendre. En tout cas, il faut l'adapter aux nouveaux médias, ça c'est certain. Et donc c'est pour ça que c'est difficile de prendre parti. Du coup, on fait quoi maintenant, nous les créateurs? Moi, ce que je vous conseille, c'est pour l'instant de ne rien faire. Alors, rien faire, ça ne veut pas dire ne pas y réfléchir, ne pas envisager l'avenir, ne pas commencer à diversifier sur d'autres plateformes au cas où. Mais dans tous les cas, comprenez bien que c'est un problème qui nous dépasse en fait. Parce qu'en fait, c'est des questions de très gros enjeux qui vont bien au-delà du droit d'auteur, en fait. C'est l'enjeu des très grosses plateformes contre l'Union européenne, en fait. Et il y a des questions de taxes, des questions de défense de son modèle économique pour YouTube d'un côté, des questions de on veut récupérer les taxes que vous ne payez pas chez nous de l'autre côté. Et puis il y a aussi, au milieu de la bataille, les créateurs qui disent nous on veut défendre un peu notre outil qui nous permet de nous exprimer. Et puis les sociétés d'auteurs qui elles disent on croit que les auteurs devraient pouvoir vivre de leur travail et on veut mieux rémunérer les auteurs et les créateurs de contenu dont vous faites partie, je vous le rappelle. Donc d'un côté, on veut essayer de faire respecter les lois européennes, mais dans le cyberespace, ce qui n'est pas une mauvaise chose, il faut commencer à s'y pencher. Et puis d'un autre côté, on veut préserver le web participatif comme on l'aime, celui où n'importe qui peut mettre du contenu en ligne quand il en a envie. Alors on va voir les différents scénarios possibles qui pourraient se produire. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un futur proche, rien du tout. Le temps que les pays créent leur propre interprétation de la directive et les transforment en loi, pour l'instant, il ne va rien se passer, YouTube va continuer tel quel pendant encore quelques mois. Ensuite, soit les filtres mis en place par les plateformes suffisent à prouver la bonne foi de YouTube et ça satisfait l'Union européenne, et l'Union européenne se dit ok, on en reste là. Soit l'Union européenne se dit ok, c'est bien, mais il y a quand même des vidéos qui passent à travers les mailles du filet. Donc on va négocier un pourcentage du chiffre d'affaires, un pourcentage des revenus publicitaires, j'en sais rien, pour pouvoir le reverser au droit d'auteur, exactement comme je vous disais sur la taxe piratage sur les CD. Et dans ce cas, le bras de fer pourrait continuer parce que, comme je vous dis, YouTube, là on n'est que sur la question du droit d'auteur. Si YouTube se fait déjà taxer en France, ou Google, se fait déjà taxer sur ses activités générales à hauteur de quelques pourcents par l'État français, tout simplement parce qu'ils ne payent pas leurs taxes ici, et qu'en plus, par-dessus ça, les différents États, au titre du droit d'auteur, disent on vous reprend aussi 1 ou 2% de plus, et après ils vont peut-être passer ça sur les vidéos terroristes, racistes, sexistes, etc., et puis reprendre des pourcents en plus. Voilà, l'enjeu va beaucoup plus loin en fait, et ces grosses plateformes se disent on va pas se faire grignoter notre chiffre d'affaires comme ça, sans rien dire. Et donc c'est dans ce cas-là où le bras de fer pourrait se continuer, mais je pense que là on parle plutôt d'une échelle de plusieurs années. C'est à ce moment-là, effectivement, YouTube pourrait menacer peut-être de tester des périodes off et dire là, pendant une semaine, on coupe tout YouTube en France et en Europe pour, entre guillemets, protester contre les choses qu'on veut nous imposer, parce que c'est comme ça qu'ils le perçoivent. Et là, ce serait assez inquiétant de voir ce qui se passe. Ou alors, ils pourraient décider de mettre en place un filtrage manuel des vidéos pour essayer d'avoir un filtre quasi zéro. Mais la difficulté dans ce cas-là, c'est que pour toutes les petites chaînes ou toutes les chaînes qui démarrent, ça durerait une éternité de faire valider les vidéos. Il faudrait qu'ils réduisent le nombre de vidéos qui rentrent à l'intérieur. Je vous dis, aujourd'hui, c'est plus de 400 heures qui sont publiées chaque minute. Ils ne pourraient pas contrôler manuellement
autant que ça, c'est juste pas possible. Donc à ce moment-là, on pourrait imaginer que les grosses chaînes, celles qui ont un historique très clean, qui n'ont jamais eu de problème vis-à-vis du droit d'auteur, pourraient poster leurs vidéos, ou en tout cas les vidéos seraient contrôlées beaucoup plus rapidement, et que par contre toutes les petites chaînes qui ont 0 vidéo, soit ne pourraient pas du tout démarrer, soit ça prendrait énormément de temps, il faudrait publier 5, 6, 7 vidéos pour qu'elles soient toutes revues en même temps. Voilà, ce serait beaucoup plus compliqué. Et le scénario du shutdown, alors celui où tout YouTube serait complètement, YouTube, petite référence pour ceux qui étaient au début de la chaîne, serait complètement terminé, fermé en Europe. Moi perso j'y crois pas, parce que personne n'a intérêt à ça. L'Union européenne n'a pas intérêt à ça, parce qu'ils ne pourraient pas récupérer cette partie de l'économie, puisque cette partie de l'économie disparaîtrait. YouTube n'a pas intérêt à ça, parce que l'Europe, l'air de rien, que ce soit en termes de visionnage, en termes de création, c'est un énorme marché. Les sociétés d'auteurs n'en auraient pas intérêt, parce qu'ils perdraient toute une partie des auteurs et des créatifs. Nous, évidemment, on n'aurait pas intérêt. Donc moi, j'y crois pas à cette solution-là. Je pense juste que c'était une menace pour faire réagir plein de youtubeurs et pour faire parler et faire un peu le buzz, ce qui a modérément marché, on va dire quand même. Mais j'y crois pas une seconde de cette théorie du shutdown. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur l'article 17, anciennement article 13, que vous voyez un petit peu mieux où on va, même si ça reste encore flou. Je vous dis, on a quand même quelques mois tranquilles. Après, on va observer. Je vais continuer, moi, de toute façon, à partager avec vous les évolutions de ces négociations, qui, je pense, vont être un vrai bras de fer. Et puis comme ça, on pourra mieux anticiper et mieux se dire « Ah, là, on a encore quelques mois devant nous » ou « Là, dans quelques mois, ça risque de sentir le moisi, il faut qu'on commence à anticiper, etc. etc. » On aura le temps d'en reparler de toute façon, mais je vous dis pour l'instant, on est tranquille. Allez, facilement jusqu'à la fin de l'année 2019. Donc, continuez à produire plein de vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut les youtubeurs!